Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'NXT avec l'épisode du 14 mars. Épisode qui était vraiment sympa et honnêtement où j'ai passé un meilleur moment devant cet épisode que NXT Roadblock. Voilà, c'est juste pour faire un petit comparatif entre un show qui était censé être un peu plus exceptionnel et un show classique. Bah, au final, j'ai trouvé qu'ils se sont moins ratés sur cet épisode-là que sur le précédent. Après, c'est juste un avis très personnel, hein, voilà. Mais voilà, j'ai passé un meilleur moment devant cet épisode. Du coup, je vais revenir point par point. Je vais parler de ce qui s'est passé dès le début avec Johnny Gargano à la fin de la vidéo, puisque c'était un peu un fil rouge de la soirée. Voilà, c'est un petit moment où il y a eu, enfin, où ça a commencé en début de show. Après, il y a eu quelques détails en milieu de show. Ça s'est terminé juste avant le main event. Donc voilà, je parlerai de tout ça en dernier. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc, j'allais dire que je sais que le générique, mais c'est vrai qu'il faut vraiment que je refasse un générique parce que c'est sur mes 7 chaînes, il y en a que 2 qui ont plus de générique, donc il va vraiment falloir que je les refasse. Bref. Du coup, on débute directement avec le match entre les Pretty Deadly, donc Elton Prince et Kate Wilson, face à Gallus, donc Mark Coffey et Wolfgang. Du coup, c'était un match pour les titres par équipe. Voilà, c'était un match plutôt sympa. Après, le résultat du match était plutôt facile à prévoir, hein. Je voyais pas Gallus perdre le titre maintenant. Je trouve que ça aurait été vraiment pas forcément trop tôt, mais quand on sait qu'il y a Stand and Deliver dans 2 semaines, tu te dis, voilà, autant garder les titres et si tu veux faire un changement, autant faire ça à Stand and Deliver pour vraiment marquer un gros coup, quoi. Parce que je vois pas l'intérêt de faire ça à un autre moment. Du coup, j'ai noté qu'on a eu quelques jolies prises en équipe du côté de Gallus. Voilà, notamment les deux qui s'entraidaient pour faire des surpassements ou des trucs comme ça, c'était plutôt cool. Les Deadly vont être plutôt malins. À un moment donné, ils vont choper Wolfgang, ils vont l'envoyer à travers la table des commentateurs. Et pas, ils vont pas la casser, mais l'envoyer par-dessus. Voilà, on voit même un petit peu hors champ Booker T être dégagé de sa chaise en même temps, c'était assez drôle. Et du coup, Elton Prince et Kate Wilson, ils vont prendre les ceintures par équipe. Et comme je disais, ils sont très malins parce que Elton, il va se placer prêt à frapper Kofi avec la ceinture, sauf que l'arbitre, il va se mettre devant et faire bah non, faut pas faire ça, c'est interdit, on est dans un match classique, quoi. Donc non, et du coup, bah, ça permet à Kate Wilson, du coup, lui, de mettre un coup de ceinture dans le crâne de Mark Coffey par derrière, et comme l'arbitre a le dos tourné, il voit rien. Voilà, et du coup, bah, Elton Prince, il en profite direct, il saute sur Mark Coffey pour faire le tomber, mais ça ne suffira pas. Voilà, alors moi, honnêtement, j'ai quand même cru sur certains moments que ça pouvait passer. Euh, et en fait, c'est ça que j'ai bien aimé dans ce match, c'est que d'un côté, quand le match a été annoncé, je me suis dit, je crois pas du tout que les Pretty Deadly peuvent gagner. Parce que ça n'a pas de sens qu'ils gagnent maintenant avec Stand and Deliver qui est dans 2 semaines. Et en même temps, quand ils ont fait ce coup-là, et que Cat Wilson a foutu le coup de ceinture à l'arrière du crâne de Mark Coffey, je me suis dit, ah oui, quand même là, je peux y croire, parce que le mec il se prend un coup de ceinture dans le crâne, je me dis, ouais, si perd, je peux comprendre, en plus par tricherie et tout. Et au final, bah non, Gallus va quand même réussir à s'en sortir parce que les Pretty Deadly vont s'apprêter à faire leur finisher par équipe, sauf que bah, Elton Prince a besoin d'aller dans les cordes, sauf que ben, Wolfgang lui va tirer les cordes, ce qui fait que Elton Prince va juste passer par-dessus. Et du coup c'est les Gallus qui vont profiter de cette petite diversion pour faire leur finisher par équipe à eux et conserver leur titre. Bref, le match était vraiment sympa. Pour moi qui aime pas les matchs par équipe, j'ai vraiment été investi dedans. J'ai vraiment cru, alors qu'à la base j'y croyais pas, que Pretty Deadly pouvait gagner. Donc franchement, le match a vraiment été bien foutu. Moi franchement j'ai vraiment bien aimé.
Ensuite, on a eu un match entre Sol Ruka et Zoe Stark. Donc, en gros, on nous apprend que Roxanne Perez, après NXT Roadblock, a rendu son titre vacant. Et j'avoue que j'ai du mal à comprendre un peu ce qui s'est passé à NXT Roadblock avec Roxanne Perez, parce que sur Internet, je suis des gens en gros qui partagent de l'information autour du catch, hein, pas que la WWE, qui parlent de AEW, NJPW, la Stardom, enfin voilà, toutes les compagnies, et qui semblaient dire que Roxanne Perez serait pas réellement blessée, mais en même temps la compagnie rend son titre vacant, donc j'ai du mal à comprendre est-ce qu'elle est vraiment blessée ou non, parce que ils nous ont mis un petit segment avec un médecin qui raconte un peu pourquoi on a retiré, enfin l'état de Roxanne Perez. Et le truc c'est que c'est hyper cliché quoi. Enfin je veux dire, quand tu vas chez ton médecin, genre les médecins ils sont pas tout le temps là avec une blouse blanche et genre le truc pour prendre le pouls autour du cou. Enfin genre je veux dire, le segment est ultra cliché. Donc d'un côté, je me dis, ok, si on a quand même retiré le titre de Roxanne Perez, c'est que quand même, il doit y avoir un truc. Et en même temps, quand j'ai vu le segment du médecin, je me suis dit, mais c'est ultra cliché, en fait, t'y crois plus au truc, enfin, c'est hyper bizarre. Et du coup, j'arrive pas à comprendre, est-ce qu'ils ont retiré le titre à Roxanne Perez parce que ils y croient pas trop au règne de Roxanne Perez, ou est-ce qu'elle est vraiment blessée et qu'ils ont tenté de l'expliquer avec un truc ultra cliché par un faux médecin ou je ne sais quoi. Enfin bref, honnêtement, l'état de Roxane Perez, je suis complètement paumé, je comprends pas ce qui se passe. Euh, si quelqu'un a d'autres informations qu'il y a pu y avoir depuis mardi, vraiment sur le vrai état de Roxane Perez, parce que là, ce que fait la WWE, c'est n'importe quoi, hein. Parce que le segment du médecin, personnellement, j'y crois pas dans le sens de ce que le gars raconte, mais dans ce que le gars il est dans la mise en scène, j'y crois pas. Je veux dire, c'est ultra cliché, genre c'est vraiment le cliché du médecin que tu vois dans les films et tout. Donc vraiment, j'ai du mal à y croire. Et en même temps, si elle est vraiment blessée, ça m'étonnerait pas, mais je sais pas, c'est leur façon de faire qui fait que j'ai du mal à y croire. Bref. Du coup, cette semaine, on a eu deux matchs de qualification, puisqu'il y aura un ladder match à Stand and Deliver pour le titre vacant de NXT, voilà, des Women's NXT. Du coup, le premier match était Sol Ruka contre Zoe Stark. Voilà, et le match était plutôt sympa, hein. Sol Ruka fait tout le temps des très belles performances. Voilà, face à côté une Zoe Stark qui elle a un peu plus d'expérience, parce que Zoe Stark a pas tant d'expérience que ça, du moins à la WWE, parce que je connais pas son expérience hors WWE, mais euh, je reviendrai dessus en conclusion. Euh, je reviendrai dessus en conclusion. Mais du coup, c'était quand même plutôt sympa. Sol Ruka nous a envoyé un moment un très très joli moonsault de la troisième corde sur Zoe Stark à l'extérieur du ring. C'était vraiment très joli. Et au final, Zoe Stark va quand même remporter le match en chopant Sol Ruka dans les airs et lui plaçant son finisher. Et du coup, Zoe Stark est la première à se qualifier dans ce ladder match qui aura lieu à Stand and Deliver. Et pareil, Stand and Deliver, on va vite fait en reparler en conclusion parce qu'il y a vraiment un truc euh, qui est complètement débile fait par la compagnie, mais on reviendra dessus en conclusion aussi parce qu'il y a vraiment des choses qui vont pas. Ensuite, on a eu un petit match par équipe. Alors là, on nous a pas précisé, mais du coup, c'est un match pour la qualification pour un match pour le titre par équipe, je veux dire, à Stand and Deliver. Mais contrairement au match précédent, alors là, il n'y a pas vraiment, ils n'ont pas vraiment parlé, il n'y a pas eu de bandeau en mode voilà, match de qualification. Enfin, je sais pas pourquoi celui-ci n'a pas eu le droit à son petit truc, contrairement au match solo féminin. Et du coup, pour ce match, on a Alba Fire et Isla Dawn contre Kaden Carter et Katana Chance contre Ivinal et Tatum Paxley. Match qui était plutôt sympa. Déjà, c'est mieux que les Fatal 4-Way où t'as que deux catcheurs au milieu du ring avec quatre équipes. Alors ça, j'ai toujours trouvé ça débile.
au moins là, dans le triple threat, il y a vraiment une catcheuse de chaque équipe qui combat, et je trouve ça déjà beaucoup mieux. Du coup, je notais qu'il y a eu des petites choses intéressantes, notamment Katana Chance qui nous fait un moonsault assisté par Kaden Carter sur Alba Fire. Un petit dropkick de Kaden Carter sur Tatum Paxley et qui retombe en splash sur Alba Fire. Celui-là, je l'aime beaucoup à chaque fois que je le vois. C'est pas souvent, mais quand je le vois, je l'aime beaucoup. Euh, En soi, Katana Chance et Kaden Carter vont nous faire les trucs habituels, hein, des très très belles perfs. Surtout Katana Chance qui à chaque fois, en termes de voltige, c'est toujours incroyable. Euh, et en fait, un peu plus tard, on a Tatum Paxley qui va refuser de faire le tag avec Ivy Nile et va même s'éloigner du ring avant d'agresser Ivy Nile. Du coup, elle va la remettre dans le ring, ou Albar la remet dans le ring, bref, je sais plus. Et du coup, Isla Dawn va en profiter pour faire, je sais plus comment on appelle ce que, de mémoire, le code breaker. C'est quand tu fais la prise à l'avant, mais tu peux aussi le faire dans le dos. Et c'est pas le backbreaker, un truc comme ça. Et du coup, euh, Isla Dawn, elle va faire ça. Et ensuite, Alba Fire va en rajouter une couche avec un Swaton Bomb, comme on le voit sur la photo. Alors que Ivy Nile est toujours sur les tibias de Isla Dawn. Donc, au moins, c'est un peu plus violent que quand c'est sur le sol. Et du coup, ben, Alba Fire et Isla Dawn vont gagner ce match et se qualifier pour les titres, pour un match pour les titres par équipe. Ce qui fait que c'est. En fait, ce qui est bizarre, c'est que d'un côté, je me dis, ok, Alba Fire, Isla Dawn, dans l'état actuel, ils ont plus de chances de remporter les matchs par équipe, puisque Kiana James et Fallon Henley sont pas trop en accord en ce moment. Et je me dis, mais ce serait con de donner les titres à Alba Fire, enfin les titres par équipe à Alba Fire et tout, alors que elle serait tellement mieux à monter dans le roster principal et enfin faire bouger les choses, parce que quand je vois l'état du roster féminin à Raw et SmackDown, en ce moment, c'est une catastrophe, hein. Pouah, c'est un peu haché. Il y a quand même certaines femmes qui s'en sortent très bien, hein, entre Bianca, Rhea. Bianca, Rhea, en fait, je vois personne d'autre qui s'en sort vraiment bien dans le roster principal, hein, chez les femmes. Parce que Bailey, ce qu'ils font avec, et Damage Control, c'est vraiment de pire en pire. Becky Lynch, qui est censé être l'un des plus gros noms, on se retrouve dans un truc tout pourri, justement avec Damage Control et deux légendes. Enfin bref, ce match-là, aucun intérêt. Les matchs par équipe des rosters principaux ne sera même pas défendu à WrestleMania. Enfin bref, c'est un peu à chier. Euh, à part si Asuka, en fait, les seuls trucs cool, en fait, c'est le Asuka Bianca Belair et le Rhea Charlotte Flair. Et le reste, quand je vois, moi, Shayna Baszler, que j'adore, finir en équipe avec Ronda Rousey, que je déteste, ça me fait chier. Enfin bref, j'aime pas du tout ce qui se passe chez les femmes dans le roster principal. Donc ce serait bien de peut-être envoyer quelques personnes d'NXT là-haut pour un peu faire bouger les choses. Parce que, voilà, Raw et SmackDown chez les femmes, c'est pas terrible, terrible en ce moment. Quoique ici, c'est pas non plus le top du top, mais je trouve que c'est quand même un tout tout petit peu mieux. Bref. Ouais, de toute façon, c'est tout ce que j'avais à dire, hein. Qu'on envoie Alba ou quelques catcheuses comme Indy Hartwell et tout dans le roster principal, et je pense que ça pourrait faire un peu de bien du renouveau là-haut. Ensuite, chose qui m'a énormément déçu, c'est l'Open Challenge de Wesley. Parce que du coup, Wesley va aller vers le ring et t'as plein de gens comme d'habitude, hein, qui sont en train de se battre pour essayer d'obtenir ce petit Open Challenge. Du coup, Wesley va attendre dans le ring, sauf que bah, t'as Axiom qui va monter dans le ring, et là tu dis wow, Axiom contre Wesley, ça annonce tellement du lourd. Vraiment, ça aurait donné un match de dingue. Et là, t'as le script qui apparaît, qui attaque Axiom. Du coup, les deux se retrouvent à nouveau à l'extérieur du ring. Du coup, bah, Wesley, toujours pas d'adversaire. Et puis là, t'as McDonough qui apparaît, qui lui fout une droite. Parce que du coup, on a eu une promo. Alors, j'aurais pas parlé parce que c'était pas non plus le truc le plus intéressant. Et que je comptais en parler en conclusion. Mais du coup, McDonough et Dragunov ont fait une petite promo.
Ils se sont énervés, ils ont commencé à se taper sur la gueule parce que de toute façon le public demandait à ce que les deux se tapent dessus. Et du coup, baston qui a mené à ce que les deux viennent se battre. Ils sont battus vers l'extérieur du ring, ils sont partis dehors, ils sont revenus backstage pour revenir dans le ring. Bref, jusqu'à foutre une droite à Wesley, ce qui a commencé à saouler Wesley. Du coup, il est parti pour faire une sorte de dive ou de salto à l'extérieur du ring sur tous ceux qui se battaient à l'extérieur. Et au final, pas d'open challenge. Donc hyper décevant. Surtout quand on a vu au début le petit face-off entre Wesley et Axiom dans le parking, ça donnait envie. Quand Axiom a réussi à monter dans le ring, ça donnait envie. Et tu te dis, bah finalement, on n'a rien du tout. Même pas de match. Même si on avait juste eu un match contre quelqu'un de moins bon ou de moins intéressant qu'Axiom, je me dirais, bon, je m'en fous, mais qu'on ait au moins un match parce que Wesley, c'est un de mes favoris, quoi. Donc voilà, un peu déçu. Et du coup, un peu plus tard, on va voir du coup Wesley et Michaels, donc ils sont filmés par quelqu'un en cachette. Et du coup, Wesley qui dit à Shawn Michaels qu'il a besoin de prouver sa valeur en tant que champion, que c'est pour ça qu'il fait les Open Challenge et tout. Voilà, il veut montrer qu'il est un champion combatif, que c'est un grand champion nord-américain. Voilà, et du coup, on verra en conclusion ce qui va se passer pour lui à Stand and Deliver. Ensuite, on a Daba Keito contre Apollo Crews. Voilà, alors c'est pas le match le plus intéressant de la soirée, mais qui était plutôt cool. Après, j'ai trouvé qu'il arrivait hyper tôt. Je veux dire, un match comme ça entre les deux, moi j'aurais plutôt vu à Stand and Deliver plutôt que là. Alors après, ça dépend ce qu'ils veulent faire à Stand and Deliver, parce que pour l'instant, il n'y a que 3 matchs d'annoncés, donc on ne sait pas encore ce qu'il y aura d'autre. Il y aura sûrement un match pour les titres par équipe. Euh, il y aura sûrement un match aussi pour. C'est vrai que pour le titre. Attends, parce qu'on a un match pour le titre nord-américain, celui d'NXT. Match par équipe féminin. Du coup, il y aura le match par équipe féminin. Enfin, normal féminin. Du coup, ouais, il n'y a que pour Gallus, pour l'instant, en termes de championnat, où on n'a pas encore d'adversaire, mais qu'ils auront certainement. Donc ouais, ça fait déjà 5 matchs si toutes les ceintures sont défendues. Donc ouais, non, ouais, finalement, je comprends que ce match-là soit ici. Peut-être qu'ils veulent mettre un truc un peu plus intéressant en sixième match, ils en mettent 6 ou sinon ils laissent que 5 matchs de championnat. Bref, on verra bien. Euh, Bref, match que j'ai trouvé sympa, sans plus. De toute façon, j'étais pas trop dedans. J'ai noté qu'Apollo Crews a réussi, comme vous pouvez le voir sur la photo, à soulever Daba Kaito. Je sais pas comment s'appelle cette prise, parce que j'ai l'angle slam en tête, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment ça, cette prise-là. Euh, et ensuite, Apollo Crews va enchaîner avec un frog splash, mais qui ne sera pas suffisant pour remporter la victoire. Et au final, à l'extérieur du ring, Daba Kaito va faire un petit chokeslam sur Apollo Crews au niveau des escaliers. Pour ensuite le remettre dans le ring et là faire son double chokeslam et cette fois un beau, parce que celui sur les escaliers il était un peu moche, hein, je vous avoue. Par contre dans le ring là on a eu un beau double chokeslam pour la victoire et très très étonné que Daba Kaito remporte ce match, ce qui veut dire qu'il y aura très certainement une revanche, donc soit Stand and Deliver, soit avant ou après Stand and Deliver. Bon, en tout cas voilà, c'était sympa sans plus honnêtement ce match. Ensuite, petit match entre Kiana James et Gigi Dolins. Donc Kiana James, elle, on savait déjà un peu plus tôt qu'elle allait avoir un match de qualification pour le titre de NXT, puisque Fallon Henley et je sais plus, je crois que c'est Briggs, qui du coup ont été fouiller ses affaires, voilà, pour comprendre qu'en fait, depuis le début, Kiana James est une grosse menteuse et qu'en fait, elle manipule tout le monde et que finalement, elle n'est pas vraiment amoureuse de Briggs et qu'elle n'est pas vraiment pote avec les autres. En fait, elle manipule tout le monde pour arriver à ses fins. Voilà. Et du coup, on découvre qu'elle a un match. Et là, quand j'ai vu que c'était Gigi Dolin en face, j'étais très content parce que j'aime bien ces deux femmes-là. J'aime quand même un peu plus Gigi Dolin. Donc en plus, le résultat du match m'a beaucoup plu. Donc, nouveau match de qualification pour Stand and Deliver. Le match en soi était pas non plus incroyable, c'était sympa. Voilà, j'ai vu des meilleurs matchs chacune d'entre elles. Hein. Kiana James de son côté, je l'ai vu faire des meilleurs matchs. Et Gigi Dolin, pareil.
mais voilà, c'était quand même bien. Gigi Dolin va l'emporter avec la même prise qui lui a permis de battre Jessie Jane la semaine dernière. Et j'avoue que je commence à apprécier cette petite prise, parce que la semaine dernière je la comprenais pas. J'étais un peu perturbé par cette prise, parce que j'avais jamais vu Gigi Dolin la faire de mémoire. Là, de l'avoir revu, en fait, ça me fait un peu penser à des prises comme le Pop Rocks et tout, en moins dangereux, je trouve. Et je la trouve super cool parce que c'est le genre de prise qui fait à la fois du dégât et qui place ton adversaire directement en position de tomber. Donc c'est vraiment un beau finisher. Euh, voilà, pas forcément mon favori parce que j'aime bien la voltige, mais je trouve que c'est un très bon finisher. Et du coup, Gigi Dolin est qualifié pour le match de qualification. Enfin, pour le match pour le titre, au contraire, puisqu'elle est qualifiée pour le titre à Stand and Deliver. À la fin du match, Isla Dawn et Alba Fire vont agresser Kiana James, et du coup, Jensen va venir la protéger. Et ensuite, on aura un petit segment backstage où Kiana James va s'énerver sur Fallon Henley, qui n'était pas présente dans son coin de ring, et pour la protéger. Et on sent que l'équipe Kiana James et Fallon Henley à Stand and Deliver, ce sera très certainement la fin de leur équipe. Puisque du coup, Fallon Henley a découvert tous les mensonges de Kiana, donc à mon avis, l'équipe va se splitter à Stand and Deliver dans 2 semaines si des tensions, il n'y en aura pas un peu plus dans les 2 shows NXT qu'il y aura juste avant. On termine donc sur la signature de contrat entre Carmelo Hayes et Bron Breakker. Les deux vont s'échanger quelques paroles dans le respect, qui était plutôt sympa. Et du coup, on a Bron Breakker et Carmelo Hayes en fait qui veulent juste avoir son adversaire au top du top, au max du max à Stand and Deliver pour avoir la plus belle performance possible et tout pour le public, pour eux-mêmes, pour le titre de NXT, et ça c'était beau. Et du coup on a les Pretty Deadly qui vont être en mode oui on veut du drama là, c'est pas possible de se quitter sous le respect d'une signature de contrat. Ouais, c'est vrai que la grande majorité des signatures de contrat se terminent en baston, donc la les Pretty Deadly le demande. Et du coup on a les 2 hommes qui vont se mettre torse nu, voilà, bien montrer les beaux muscles, et ils vont choper les Deadly et les faire passer à travers la table et continuer à se respecter avant Stand and Deliver. Bref, un petit moment qui était vraiment très très sympathique. Moi j'ai bien aimé. J'ai pas compris tout ce qui se disait, mais franchement j'ai bien aimé. Avant de conclure cette vidéo, du coup, on va parler du filler de cet épisode. Donc, on ouvre l'épisode avec Johnny Gargano qui arrive au ring, qui est acclamé par la foule, qui chante Johnny Wrestling et Welcome Home. Et j'avoue que ça m'a fait quelque chose. Entendre le public chanter pour Gargano, ça m'a donné des frissons. Je sais pas si vous ça a été le cas, mais moi franchement ça a eu un très très gros effet sur moi, ça m'a donné des frissons, franchement j'avais les larmes au bord des yeux. J'ai vraiment beaucoup aimé ce petit moment de communion entre le public et Gargano, franchement ça m'a touché. Alors pourtant je ne suis pas Gargano, mais et pourtant c'est même pas un de mes catcheurs préférés, j'aime beaucoup Gargano, mais c'est pas non plus un gars que j'aime autant que Roman Reigns, que Seth Rollins, que Jeff Hardy, que Randy Orton, mais ça m'a quand même fait quelque chose. Je sais pas pourquoi, mais franchement, ça m'a touché. On nous raconte que apparemment il s'est déjà passé des choses entre Gargano et Wheeler, donc très certainement avant la période où moi je me mette à regarder NXT. Voilà, du coup, c'est pas apparemment juste un match où Gargano veut défendre l'honneur de NXT et défendre l'honneur de Michaels. Apparemment, il y a aussi voilà, des comptes à régler par rapport à des choses qui ont dû se passer à NXT bien avant. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, pendant le War Games entre l'ancienne et la nouvelle génération de NXT, je crois que Wheeler et Gargano étaient tous les deux dans le ring, dans une équipe différente, si je ne dis pas de bêtises. Je me souviens que Gargano y était, mais je crois que Wheeler y était pour représenter la nouvelle génération, si je dis pas de bêtises.
Globalement, Gargano va un peu trash talk Grayson Waller en parlant du fait que ce dernier ne peut pas représenter NXT parce que déjà il a perdu 2 fois sa chance pour le titre. Il va également mentionner Tommaso Ciampa, si j'ai bien compris, pour dire que clairement Tommaso Ciampa est un grand nom de NXT, qu'il a été un très grand champion, ce que Grayson Waller ne pourra jamais être. Enfin bref, il l'a bien démonté. Euh, et au final, comme on le voit sur la photo, Grayson Waller, euh, Johnny Gargano va être interrompu par un des gars qui est pas aux commandes, à la table des commentateurs, pour lui dire mince, regarde, il y a Grayson Waller qui est en live, qui est juste au niveau de chez toi, machin, enfin, ça va pas et tout, et du coup, Gargano décide de quitter l'arène. Du coup, un peu plus tard, on voit Gargano en train de justement de partir au niveau du parking, qui est suivi par Mackenzie, qui est en mode essayer de comprendre ce qui se passe, que veut faire Johnny Gargano. Et Mackenzie, alors apparemment, elle a beaucoup de pouvoir à NXT parce que clairement, elle va regarder le caméraman et lui dire bah vas-y, poursuis-le, va avec lui sur la route, va filmer ce qui se passe. Et le mec, en plus, il part, hein, il arrive même à arriver avant Johnny Gargano. Quand même, Johnny Gargano qui est vénère, qui veut stopper Grayson Waller qui est au niveau de sa maison, mais pourtant le caméraman arrive beaucoup plus vite que Gargano. Mais ça m'a fait marrer Mackenzie qui est là en train de donner des ordres en mode vas-y, va le suivre, va chez lui. Tu dis ok, Mackenzie peut donner des ordres aussi importants au staff de NXT, c'est sympa. Du coup, Gargano va arriver chez lui, il va se faire surprendre par Grayson Waller au niveau de l'entrée, quoi, parce que Gargano a une bonne petite pelouse devant chez lui. Les deux vont se battre, ils vont se battre avec une poubelle. Et un peu plus tard, Grayson Waller va casser un balai sur le dos de Johnny Gargano. Et ils vont même se battre dans l'entrée. Il y a un petit escalier pour monter chez Johnny. Et ils vont se battre là. Et Grayson Waller va prendre le dessus en faisant un low blow à Gargano. Et du coup, il va éclater Johnny Gargano devant sa femme et son enfant. Et du coup, la scène est quand même assez forte et tout. Voilà, Gargano qui est battu devant sa maison, devant sa femme, devant son enfant. C'est quand même assez impactant. Et la scène en plus rappelle un petit peu le coup où Triple H, bon c'était beaucoup plus violent, mais où Triple H s'était ramené chez Randy Orton, où il avait explosé Randy Orton dans sa propre maison, il l'avait fait passer à travers une fenêtre et tout. Bref, ça rappelle un peu ce segment qu'il y avait eu il y a très longtemps. Bon là, un peu plus soft, mais quand même l'image d'un père qui se fait casser la gueule devant sa femme et son enfant, c'est quand même une image quand même très forte. Donc franchement, toute cette histoire-là, j'ai hâte de voir ce que ça donnera par la suite. Du coup, pour conclure, on va voir les previews. Du coup, semaine prochaine, preview JD McDonough contre Ilya Dragunov. Voilà, donc très certainement en opener ou en main event, hein, vu le match que ça va donner. Et on a eu quelques annonces pour Stand and Deliver. Donc déjà les hosts donc de la soirée, ce seront les Pretty Deadly. Et du côté de WrestleMania, on sait que c'est le Miz, le host. Et du coup, il y a quelques matchs d'annoncés. Du coup, on a le Braun Breaker contre Carmelo Hayes, hein, dont ils viennent de signer le contrat. Oui, j'avais oublié, effectivement, Johnny Gargano contre Grayson Waller, ce qui effectivement, à Stand and Deliver, est beaucoup mieux qu'un Apollo Crews contre Daba Kaito. Et j'ai très hâte de voir ce match entre Gargano et Waller. J'aimerais beaucoup qu'il y ait une stipulation pour que ce soit encore plus intense et violent. On aura un match entre Kiana James et Fallon Henley face à comment elle s'appelle, Alba Fire et Isla Dawn pour les titres par équipe féminine. Le match pour les ceintures masculines, on ne sait pas encore. On sait juste que voilà, Gallus sont toujours les champions, mais on ne sait pas encore qui ils vont affronter. Mais je pense qu'on le saura d'ici les semaines qui suivent, hein, parce que je vois mal Gallus ne pas défendre les ceintures à Stand and Deliver si tous les autres champions défendent leur titre. On a également Wesley qui devra défendre son titre face à 4 adversaires, de ce que j'ai cru comprendre, parce que en gros ils ont mis une affiche, on avait Wesley et il y avait 4 points d'interrogation à côté en mode voilà, il y a
sûrement 4 personnes qui tenteront d'affronter Wesley pour le titre nord-américain à Stand and Deliver. Je pense qu'il y aura au moins Axiom. J'espère qu'il y aura Axiom. Ça peut donner un truc de dingue d'avoir juste Axiom avec Wesley dans un ring. Du coup, je pense que Tony D'Angelo et Stax n'en feront pas partie parce qu'il y a un petit segment backstage où en gros les deux hommes disaient allez hop on va partir dans la course au titre, donc peut-être que ce seront eux qui se qualifieront face à Gallus à Stand and Deliver, ça pourrait être très intéressant. Mais voilà, en tout cas Wesley défendra son titre. Et du coup, on aura un ladder match féminin entre, pour l'instant, Zoey Stark, Gigi Dolin, et on ne sait pas encore qui d'autre. Donc il peut y avoir 3, 4, 5 personnes, on ne sait pas, parce que au début, on a eu Zoey Stark de qualifié. Ensuite, on était juste en mode Zoey Stark contre une personne inconnue pour le ladder match. Ensuite, quand Gigi Dolin a gagné, on était passé à Zoey Stark contre Gigi Dolin contre une personne inconnue. Donc ça peut continuer encore longtemps comme ça après chaque match de qualification. Mais c'est vrai qu'un ladder match, s'il y a au moins 4, 5, 6 personnes, ça peut donner des très belles, performances, des très beaux spots et tout. Donc franchement, je pense qu'il devrait y avoir au moins 4-5 personnes pour ce match. Et si j'ai mis une photo de Gigi Dolin en conclusion, c'est que dans l'état actuel, des personnes qu'on a pour le match, bah, c'est celle que je veux absolument voir gagner. Parce que Zoey Stark, je l'aime bien, mais je préfère de loin Gigi Dolin. Et franchement, Gigi Dolin avec le titre de NXT, je pense que ce serait vraiment très très cool. Donc voilà. Et un truc que j'aimerais beaucoup voir, ce serait Cora Jade qui se qualifie également. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai écrit une vidéo justement sur la présentation de Cora Jade, enfin du moins son début de carrière. Et du coup, qui sortira un peu plus tard dans l'année. Mais du coup, ça a été assez marrant parce que Cora Jade, quand elle a débuté à NXT, elle a débuté en même temps que deux autres catcheuses. Et ces deux autres catcheuses, elles n'avaient pas ces noms-là à l'époque, mais c'était justement Zoey Stark et Gigi Dolin. Donc c'est pour ça que je disais sur la partie de Zoey Stark que du moins à NXT, elle n'est pas si ancienne que ça, puisqu'elle a fait ses débuts à NXT en même temps que Cora Jade, donc je crois vers 2019, un truc comme ça. Et du coup, Gigi Dolin a également fait ses débuts à NXT dans la même période que Zoey Stark et Cora Jade. Du coup, je trouverais vraiment très cool, même si j'y crois pas plus que ça, mais je trouverais quand même hyper cool qu'on ait justement Cora Jade, Zoey Stark et Gigi Dolin, genre les trois femmes qui ont débuté en même temps, qui s'affronteraient pour le titre féminin de NXT à Stand and Deliver. Je trouverais ça génial. Je trouverais ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouverais ça génial que trois femmes qui aient débuté ensemble puissent plus tard s'affronter pour la ceinture, même s'il y aurait d'autres personnes. Mais je trouverais ça vraiment hyper cool. Voilà, c'est juste mon avis. Mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, je veux voir Gigi Dolin gagner. Donc voilà. Et dernière chose que je voulais dire par rapport à Stand and Deliver, et qui honnêtement, moi, je trouve ça débile, c'est que on a quand même la WWE qui book ou qui met des dates sur ses shows. Tu te dis, ok. On est sur une semaine WrestleMania. On sait que maintenant, la semaine WrestleMania, on a Stand and Deliver pour NXT, WrestleMania pour Raw et SmackDown. Et pendant que je regardais NXT, je regardais les dates de Stand and Deliver, parce que je me demandais quand est-ce que c'était. Et pour ça, je voulais aussi voir un peu la carte de WrestleMania qui a l'air d'être plus ou moins définitive, j'ai l'impression. À part, je crois que, je sais plus c'est qui, mais il y a quelqu'un qui n'a pas encore d'adversaire à WrestleMania, mais qui devrait pas tarder à arriver. Mais voilà, sinon tous les matchs ont l'air d'être plus ou moins bookés. Et je vois les dates. Je vois WrestleMania le 1er et le 2 avril. Je me dis, ok, c'est pas mal, hein, un petit week-end WrestleMania, c'est cool. Et là, je regarde Stand and Deliver et je vois la date 1er avril. Et je me dis, mais ils sont complètement cons. Ils sont complètement cons. Genre, ils nous mettent Stand and Deliver et la première nuit de WrestleMania en même temps. Alors peut-être que ce sera pas les mêmes heures, qu'on aura d'abord Stand and Deliver et ensuite WrestleMania. Sauf que c'est complètement débile parce que ils ont découpé WrestleMania en deux pour pas faire une nuit de catch trop longue. Et là, ils nous mettraient Stand and Deliver et WrestleMania à la suite. Ce qui du coup ferait quand même une nuit de catch hyper longue pour les gens qui aiment NXT et les rosters principaux comme moi par exemple.
même si je peux pas suivre les rosters principaux, je le suis au travers des reviews des autres youtubeurs. Mais je trouve ça complètement con. Parce que pourquoi tu coupes WrestleMania en deux pour éviter d'avoir un show trop long pour au final le mettre en même temps que NXT? Je comprends pas, surtout que Triple H est plus ou moins pouvoir. C'est que Vince McMahon est encore là depuis qu'il est revenu, qui à mon avis doit quand même faire pas mal de choses. Si c'est lui qui a pris cette décision de foot la première ligue de WrestleMania en même temps qu'NXT, ben j'ai envie de l'insulter, mais je le dirai pas. Je le penserai fort, mais je le dirai pas parce que voilà, on sait très bien que Vince McMahon et NXT, hein, c'est pas vraiment son show favori. Hein. Dès qu'il a pu virer des gens, hein, NXT a perdu beaucoup de monde hein, pendant les périodes où des gens se sont fait virer. Euh, Bref, je comprends pas ce placement de Stand and Deliver. Je ne comprends pas. Parce que soit on va avoir Stand and Deliver et ensuite la première du WrestleMania, ce qui va faire une nuit très longue. Ce qui fait que moi, honnêtement, je ne ferai pas la nuit complète. Hein. En plus, je crois que c'est un week-end. Attends, je vérifie un truc. Parce que ce week-end-là, chez moi. Enfin, ouais, en plus, c'est un week-end où je suis même pas ici. C'est un week-end où je suis en famille. Donc, en plus, c'est un week-end où je pourrais même pas regarder directement les shows. Ou alors, j'essayerai. Ce sera une galère. Ça me saoule déjà le placement. Parce que soit voilà, je pourrais faire un choix. En fait, c'est ça qui me fait chier, c'est qu'il va forcément falloir faire un choix. Forcément, comme je chronique NXT, je mettrai NXT en priorité. Et franchement, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils foutent NXT en même temps enfin, Stand Deliver en même temps que WrestleMania. Enfin, je veux dire, ils auraient pu faire. Bah non, ils peuvent même pas mettre ça le vendredi parce qu'il y a SmackDown. Enfin, c'est. Ou alors ils auraient dû mettre, je sais pas, le jeudi soir, Stand and Deliver. Le vendredi, t'as SmackDown. Et après, samedi, dimanche, t'as WrestleMania. Et ensuite, tu renchaînes le lundi sur Raw, le mardi sur NXT. Et puis, honnêtement, je suis juste énervé de voir ça, parce que soit NXT sera en même temps que la première nuit et les gens vont devoir faire un choix entre NXT et WrestleMania, et du coup les gens en général vont très certainement plus aller sur WrestleMania, et ça me fait chier parce que NXT est tout aussi bien, ou alors ils vont mettre les deux à la suite et bah forcément les gens vont décrocher au bout d'un moment, quoi. C'est logique. Déjà qu'un show normal des fois c'est dur à tenir, surtout en pleine nuit pour nous en France. Euh, mais alors là, les deux à la suite, ce serait impossible pour moi de tenir en tout cas. Donc bon, voilà. Je suis désolé pour ce petit coup de gueule en fin de vidéo, mais voilà, ça me saoule de savoir que NXT, encore une fois, il passe après WrestleMania, après les rosters principaux, et que là, on a des matchs de fous qui sont annoncés, et que, ben, si ça se trouve, ils seront invisibilisés à cause de WrestleMania, et ça me fait chier. Ça me fait chier. Donc voilà, on termine un peu sur cette note négative alors que l'épisode a été génial, mais voilà, les placements de Stand and Deliver et NXT ont tendance à m'énerver. Bref, n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce show de NXT du 14 mars. Moi, show que j'ai beaucoup aimé, honnêtement, à part un ou deux matchs qui étaient plutôt moyens contrairement aux autres. Mais en soi, ça a été quand même un meilleur épisode que celui de la semaine dernière. Moi, j'ai passé un excellent moment. Et pourtant, j'ai très mal dormi. J'ai regardé l'épisode juste à mon réveil. Du coup, en général, quand je dors mal, j'ai du mal à suivre les shows. Mais alors là, même en ayant mal dormi, j'ai adoré l'épisode. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et du coup, n'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez du fait que Stand and Deliver sera placé en même temps que la première nuit de WrestleMania, ou du moins l'un après l'autre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également, ça m'intéresse. Du coup, on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode du 21 mars, hein, je crois que c'est ça. Oui, 21 mars. Pour cet épisode-là, et ensuite petit à petit jusqu'à arriver à Stand and Deliver que j'ai hâte de voir quand même. Du coup, aussi, je voulais prévenir qu'à partir de maintenant, tous les dimanches, si vous n'avez pas remarqué, je mets des posts dans l'onglet communauté pour partager toutes les vidéos que je sors sur toutes mes chaînes durant la semaine. Donc voilà, n'hésitez pas
à checker l'onglet communauté, vous verrez, il y aura toutes les vidéos, des petits descriptifs de ce qui se passe dans la vidéo, même si les titres en général sont assez parlants, et vous avez le lien vers les vidéos, donc voilà, vous n'avez pas grand chose à faire, à part cliquer sur le lien si un truc vous intéresse, et voilà. Du coup, sinon je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je suis désolé de m'être un peu énervé sur la fin, et ouais, d'être un peu parti en cacahuète, mais j'avoue que moi voilà, depuis que je fais des vidéos sur NXT, même si des fois je suis pas content de ce qui se passe à NXT, bah, c'est quand même mon show coup de cœur, c'est celui que je chronique, donc j'ai quand même un soutien très fort pour NXT, et le voir utilisé comme ça me fait un peu mal au cœur, et voilà, donc c'est pour ça que je m'énerve un peu, mais c'est juste parce que j'adore NXT, et que voilà, ça me dérange de voir ça. Bref, je m'en excuse, et je vous dis à très bientôt. Ciao.